Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 d'un voyage au bout de la nuit. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle lecture ensemble, ce voyage dans l'univers d'Alexandre Dumas, le père des Trois Mousquetaires. Vous connaissez forcément cette histoire, mais c'est un autre de ces classiques que je poursuis pour vous dans Voyage au bout de la nuit. Il s'agit de la Reine Margot, donc publié par Alexandre Dumas en 1847. Nous sommes dans l'action entre les années 1572 et 1574 à Paris au XVIe siècle. Sachez que cette histoire donc, qui se déroule entre le mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, futur Henri IV, et la mort de Charles IX de France en 1574. C'est vraiment le contexte historique de l'écriture de ce roman. Nous sommes à Paris où on décrit le vieux Louvre avec ses passages secrets, son peuple, ses jolies femmes, et où se déroulent 1000 péripéties, le jeu de l'amour, de la poétique et de la haine. C'est Isabelle Adjani qui avait interprété le rôle de la reine Margot sur grand écran. Quant à moi, je poursuis donc le classique pour vous. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag VBN. Nous sommes toujours au chapitre 1er. De leur côté, les courtisans, voyant que le roi de Navarre, dont on connaissait déjà le cœur inflammable, se rapprochait de la belle Charlotte, ils n'eurent point le courage de s'opposer à leur réunion. Ils s'éloignèrent complaisamment. De sorte qu'au même instant où Marguerite de Valois et Monsieur de Guise échangeaient les quelques mots latins que nous avons rapportés, Henri, arrivé près de Madame de Sauve, entamait avec elle en français fort et intelligible. Quoique saupoudrée d'accent gascon, une conversation beaucoup moins mystérieuse. « Ah, mamie, lui dit-il, voilà donc revenu au moment où l'on m'avait dit que vous étiez malade et où j'avais perdu l'espérance de vous voir. »« Votre Majesté, répondit Madame de Sauve, aurait-elle la prétention de me faire croire que cette espérance lui avait beaucoup coûté à perdre ?»« Sans Dieu, je crois bien, reprit le Béarnais. Ne savez-vous point que vous êtes mon soleil pendant le jour et mon étoile pendant la nuit ? En vérité, je me croyais dans l'obscurité la plus profonde, lorsque vous avez paru tout à l'heure et avez soudain tout éclairé. C'est un mauvais tour que je vous joue alors, monseigneur. »« Que voulez-vous dire, mamie ?» demanda Henri. « Je veux dire que lorsqu'on est maître de la plus belle femme de France, la seule chose qu'on doive désirer, c'est que la lumière disparaisse pour faire place à l'obscurité. Car c'est dans l'obscurité que nous attend le bonheur. Ce bonheur, mauvaise, vous savez bien qu'il est aux mains d'une seule personne et que cette personne se rit et se joue du pauvre Henri. »« Oh, reprit la baronne, j'aurais cru au contraire, moi, que c'était cette personne qui était le jouet et la risée du roi de Navarre. » Henri fut effrayé de cette attitude hostile. Et cependant, il réfléchit qu'elle trahissait le dépit et que le dépit n'est que le masque de l'amour. « En vérité, dit-il, chère Charlotte, vous me faites là un injuste reproche. Et je ne comprends pas qu'une si jolie bouche soit en même temps si cruelle. Croyez-vous donc que ce soit moi qui me marie ? Et non, votre Saint Gris n'est pas moi. »« C'est moi, peut-être, reprit aigrement la baronne. Si jamais peut paraître aigre la voix de la femme qui nous aime et qui nous reproche de ne pas l'aimer. Avec vos beaux yeux, n'avez-vous pas vu plus loin, baronne ? Non, non, ce n'est pas Henri de Navarre qui épouse Marguerite de Valois. Et qui est-ce donc alors ? Eh, sans Dieu, c'est la religion réformée qui épouse le pape. Voilà tout. Nenni, monseigneur, et je ne me laisse pas prendre à vos jeux d'esprit, moi. Votre Majesté aime Madame Marguerite, et je ne vous en fais pas un reproche, Dieu m'en garde. Elle est assez belle pour être aimée. » Henri réfléchit un instant, et tandis qu'il réfléchissait, un bon sourire retroussa le coin de ses lèvres. « Baronne, lui dit-il, vous me cherchez querelle et ce me semble, et cependant vous n'en avez pas le droit. Qu'avez-vous fait, voyons, pour m'empêcher d'épouser Madame Marguerite ? Rien, au contraire, vous n'avez
toujours désespéré. Et vous m'avez désespéré. Eh bien, m'en a pris monseigneur, répondit Madame de Sauve. Comme cela. Sans doute, puisqu'aujourd'hui, vous en épousez une autre. Ah! Je l'épouse parce que vous ne m'aimez pas. Si je vous eusse aimé, sire, il me faudrait donc mourir dans 1 heure. Dans 1 heure, que voulez-vous dire? Et de quelle mort seriez-vous morte? De jalousie, car dans 1 heure, la reine de Navarre renverra ses femmes, et votre majesté ses gentilshommes. Est-ce là véritablement la pensée qui vous préoccupe, mamie? Je ne dis pas cela. Je dis que si je vous aimais, elle me préoccuperait horriblement. Eh bien, s'écria Henri, au comble de la joie d'entendre cet aveu. Le premier qu'il eût reçu, si le roi de Navarre ne renvoyait pas ses gentilshommes ce soir. Sire, dit Madame de Sauve, regardant le roi avec un étonnement qui, cette fois, n'était pas joué. Vous dites là des choses impossibles et surtout incroyables. Pour que vous le croyiez, que faut-il donc faire? Il faudrait m'en donner la preuve, et cette preuve, vous ne pouvez me la donner. Si fait, baronne, si fait. Par Saint-Henri, je vous la donnerai. Au contraire, s'écria le roi, en dévorant la jeune femme d'un regard embrasé d'amour. Oh, votre majesté, murmura la belle Charlotte, en baissant la voix et les yeux. Je ne comprends pas. Non, non. Il est impossible que vous échappiez au bonheur qui vous attend. Il y a 4 Henri dans cette salle, mon adoré, reprit le roi. Henri de France, Henri de Condé, Henri de Guise, mais il n'y a qu'un Henri de Navarre. Eh bien, si vous avez ce Henri de Navarre près de vous toute cette nuit, oui, serez-vous certaine qu'il ne sera pas près d'une autre? Ah! Si vous faites cela, sire, s'écria à son tour la dame de Sauve, foi de gentilhomme, je le ferai. Madame de Sauve leva ses grands yeux humides de voluptueuses promesses et sourit au roi, dont le cœur s'emplit d'une joie enivrante. « Voyons, reprit Henri, en ce cas, que direz-vous ?»« Oh, en ce cas, reprit Charlotte, en ce cas, je dirais que je suis véritablement aimée de votre majesté. »« Ventre cingré, vous le direz donc, car cela est, baronne. »« Mais comment faire ?» murmura Madame de Sauve. « Oh, pardieu, baronne, il n'est point que vous n'ayez autour de vous quelques camérières, quelques suivantes, quelques filles dont vous soyez sûre. Oh, j'ai Dariole qui m'est si dévouée qu'elle se ferait couper en morceaux pour moi, un véritable trésor. Sans Dieu, baronne, dis à cette fille que je ferai sa fortune quand je serai roi de France, comme me le prédisent les astrologues. » Charlotte sourit, car dès cette époque, la réputation garçonne du Béarnais était déjà établie à l'endroit de ses promesses. « Eh bien, dit-elle, que désirez-vous de Dariole ? Bien peu de choses pour elle, tout pour moi. Enfin, votre appartement est au-dessus du mien ? Oui. Qu'elle attende derrière la porte. Je frapperai doucement, 3 coups. Elle ouvrira, et vous aurez la preuve que je vous ai offerte. » Madame de Sauve garda le silence pendant quelques secondes, puis, comme si elle eût regardé autour d'elle pour n'être pas entendue, elle fixa un instant la vue sur le groupe où se tenait la reine-mère. Mais, si court que fût cet instant, il suffit pour que Catherine et sa dame d'Atour échangeassent chacune un regard. « Oh, si je voulais, dit Madame de Sauve avec un accent de sirène qui eût fait fondre la cire dans les oreilles d'Ulysse, si je voulais prendre votre majesté en mensonge. Essayez, mamie, essayez. Ah, ma foi, j'avoue que j'en combats l'envie. Laissez-vous vaincre. Les femmes ne sont jamais si fortes qu'après leur défaite. Sire, je retiens votre promesse pour Dariole le jour où vous serez roi de France. » Henri jeta un cri de joie. C'était juste au moment où ce cri s'échappait de la bouche du Béarnais que la reine de Navarre répondait au duc de Guise. Noctu pro more, cette nuit comme d'habitude. Alors, Henri s'éloigna de Madame de Sauve, aussi heureux que l'était le duc de Guise en s'éloignant lui-même de Marguerite de Valois.
1 heure après cette double scène que nous venons de raconter, le roi Charles et la reine mère se retirèrent dans leurs appartements. Presque aussitôt, les salles commencèrent à se dépeupler. Les galeries laissèrent voir la base de leurs colonnes de marbre. L'amiral et le prince de Condé furent reconduits par 400 gentilshommes huguenots au milieu de la foule qui grondait sur leur passage. Puis, Henri de Guise, avec les seigneurs lorrains et les catholiques, sortirent à leur tour, escortés des cris de joie et des applaudissements du peuple. Quant à Marguerite de Valois, à Henri de Navarre et à Madame de Sauve, on sait qu'ils demeuraient au Louvre même. Chapitre 2 de la Reine Margot, la chambre de la Reine de Navarre. Le duc de Guise conduisait sa belle-sœur, la duchesse de Nevers, en son hôtel qui était situé rue du Chaume, en face de la rue de Brac. Et après l'avoir remise à ses femmes, passa dans son appartement pour changer de costume, prendre un manteau de nuit et s'armer d'un de ces poignards courts et aigus qu'on appelait une fois de gentilhomme, lequel se portait sans l'épée, mais au moment où il le prenait sur la table où il était déposé, il aperçut un petit billet serré entre la lame et le fourreau. Il l'ouvrit et lut ce qui suit. « J'espère bien que M. de Guise ne retournera pas cette nuit au Louvre, ou il s'y retourne, ou s'il y retourne, qu'il prendra au moins la précaution de s'armer d'une bonne cotte de maille et d'une bonne épée. »« Ah !» dit le duc en se retournant vers son valet de chambre. « Voici un singulier avertissement, maître Robin. Maintenant, faites-moi le plaisir de me dire quelles sont les personnes qui ont pénétré ici pendant mon absence. »« Une seule, monseigneur. »« Laquelle ? » ?»« Monsieur Dugast. »« Ah, en effet, il me semblait bien reconnaître l'écriture. Et tu es sûr que Dugast est venu ? Tu l'as vu ? » ?»« J'ai fait plus, monseigneur. Je lui ai parlé. »« Bon, alors je suivrai le conseil, ma jaquette et mon épée. » Le valet de chambre, habitué à ces mutations de costume, apporta l'une et l'autre. Le duc alors revêtit sa jaquette, qui était en chaînon de maille, si souple que la trame d'acier n'était guère plus épaisse que du velours. Puis il passa par-dessus son jaque des chausses et un pourpoint gris et argent, qui étaient ses couleurs favorites, tira de longues bottes qui montaient jusqu'au milieu de ses cuisses, se coiffa d'un toquet de velours noir, sans plumes ni pierreries, s'enveloppa d'un manteau de couleur sombre, passa un poignard à sa ceinture et, mettant son épée aux mains d'un page, seule escorte dont il voulut se faire accompagner, il prit le chemin du Louvre. Comme il posait le pied sur le seuil de l'hôtel, le veilleur de Saint-Germain-l'Auxerrois venait d'annoncer 1 heure du matin. Si avancée que fut la nuit et si peu sûres que fussent les rues à cette époque, aucun incident n'arriva à l'aventureux prince par le chemin, et il arriva, sain et sauf, devant la masse colossale du vieux Louvre, dont toutes les lumières s'étaient successivement éteintes, et qui se dressait à cette heure formidable de silence et d'obscurité. En avant du château royal s'étendait un fossé profond sur lequel donnaient la plupart des chambres des princes logés au palais. L'appartement de Marguerite était situé au premier étage. Et ce premier étage, accessible s'il n'eût point eu de fossé, se trouvait grâce au retranchement élevé de près de 30 pieds et par conséquent hors de l'atteinte des amants et des voleurs, ce qui n'empêcha point Monsieur le duc de Guise de descendre résolument dans le fossé. Au même instant, on entendit le bruit d'une fenêtre du rez-de-chaussée qui s'ouvrait. Cette fenêtre était grillée, mais une main parut, souleva un des barreaux décelés d'avance et laissa prendre par cette ouverture un lacet de soie. « Est-ce vous, Guillaume ?» demanda le duc. « Oui, monseigneur », répondit une voix de femme d'un accent plus bas encore. « Et Marguerite, elle vous attend. »« Bien. » À ces mots, le duc fit signe à son page qui, ouvrant son manteau, déroula une petite échelle de corde. Le prince attacha l'une des extrémités de l'échelle au lacet qui pendait
Guyonne tira l'échelle à elle, l'assujettit solidement, et le prince, après avoir bouclé son épée à son ceinturon, commença l'escalade, qu'il acheva sans accident. Derrière lui, le barreau reprit sa place, la fenêtre se referma, et le page, après avoir vu entrer paisiblement son seigneur dans le Louvre, aux fenêtres duquel il l'avait accompagné 20 fois de la même façon, s'alla coucher enveloppé dans son manteau, sur l'herbe du fossé et à l'ombre de la muraille. Il faisait une nuit sombre et quelques gouttes d'eau tombaient tièdes et larges, des nuages chargés de soufre et d'électricité. Le duc de Guise suivit sa conductrice, qui n'était rien moins que la fille de Jacques de Matignon, maréchal de France. C'était la confidente toute particulière de Marguerite, qui n'avait aucun secret pour elle. Et l'on prétendait qu'au nombre des mystères qu'enfermait son incorruptible fidélité, il y en avait de si terribles que c'était ceux-là qui la forçaient de garder les autres. Aucune lumière n'était demeurée, ni dans les chambres, basses sur le corridor. De temps en temps seulement un éclair livide illuminait les appartements sombres d'un reflet bleuâtre qui disparaissait aussitôt. Le duc, toujours guidé par sa conductrice, qui le tenait par la main, atteignit enfin un escalier en spirale, pratiqué dans l'épaisseur d'un mur et qui s'ouvrait par une porte secrète et invisible dans l'antichambre de l'appartement de Marguerite. L'antichambre, comme les autres salles du bas, était dans la plus profonde obscurité. Arrivée dans cette antichambre, Guyonne s'arrêta. « Avez-vous apporté ce que désire la reine ?» demanda-t-elle à voix basse. « Oui, » répondit le duc de Guise, « mais je ne le remettrai qu'à sa majesté elle-même. » « Venez donc et sans perdre un instant, » dit alors au milieu de l'obscurité une voix qui fit tressaillir le duc, car il la reconnut pour celle de Marguerite. Et en même temps, une portière de velours violet, fleur de lysée d'or se soulevant, le duc se distingua dans l'ombre, la reine elle-même, qui, impatiente, était venue au-devant de lui. « Me voici, madame, dit alors le duc. » Et il passa rapidement de l'autre côté de la portière, qui retomba derrière lui. Alors, ce fut à son tour à Marguerite de Valois de servir de guide au prince dans cet appartement d'ailleurs bien connu de lui, tandis que Guyonne, restée à la porte, avait, en portant le doigt à sa bouche, rassuré sa royale maîtresse, comme si elle eût jamais compris les jalouses inquiétudes du duc. Marguerite le conduisit jusque dans sa chambre à coucher. Là, elle s'arrêta. « Eh bien, lui dit-elle, êtes-vous content, duc ?»« Content, madame, demanda celui-ci. Et de quoi, je vous prie ?»« De cette preuve que je vous donne, reprit Marguerite, avec un léger accent de dépit, que j'appartiens à un homme qui, le soir de son mariage, la nuit même de ses noces, fait assez peu de cas de moi pour n'être pas même venu me remercier de l'honneur que je lui ai fait, non pas en le choisissant, mais en l'acceptant pour époux. »« Oui, madame, dit tristement le duc, rassurez-vous, il viendra, surtout si vous le désirez. »« Et c'est vous qui dites cela, Henri ?» s'écria Marguerite, « vous qui, entre tous, savez le contraire de ce que vous dites ? Si j'avais le désir que vous me supposez, vous eussé-je donc prié de venir au Louvre ? » ?»« Vous m'avez prié de venir au Louvre, Marguerite, parce que vous avez le désir d'éteindre tout vestige de notre passé, et que ce passé vivait non seulement dans mon cœur, mais dans ce coffre d'argent que je vous rapporte. »« Henri, voulez-vous que je vous dise une chose ?» reprit Marguerite en regardant fixement le duc. « C'est que vous ne me faites plus l'effet d'un prince, mais d'un écolier. Moi, nier que je vous ai aimé, moi vouloir éteindre une flamme qui mourra peut-être, mais dont le reflet ne mourra pas. Car les amours des personnes de mon rang illuminent et souvent dévorent toute l'époque qui leur est contemporaine. Non, non, mon duc, vous pouvez garder les lettres de votre Marguerite et le coffre qu'elle vous a donné. De ces lettres que contient le coffre, elle ne vous en demande qu'une seule, et encore, parce que cette lettre est aussi dangereuse pour vous que pour elle. Tout est à vous, dit le duc. Choisissez donc là-dedans celle que vous voudrez anéantir. »
Marguerite fouilla vivement dans le coffre ouvert et, d'une main frémissante, prit l'une après l'autre une douzaine de lettres dont elle se contenta de regarder les adresses, comme si, à l'inspection de ces seules adresses, sa mémoire lui rappelait ce que contenaient ces lettres. Mais arrivée au bout de l'examen, elle regarda le duc et, toute pâlissante, « Monsieur, dit-elle, celle que je cherche n'est pas là. L'auriez-vous perdue par hasard, car, quant à l'avoir livrée... » « Et quelle lettre cherchez-vous, madame ?»« Celle dans laquelle je vous disais de vous marier sans retard. » « Pour excuser votre fidélité ?» Marguerite haussa les épaules. « Non, mais pour sauver la vie. Celle où je vous disais que le roi, voyant notre amour et les efforts que je faisais pour rompre votre future union avec l'infante de Portugal, avait fait venir son frère, le bâtard d'Angoulême, et lui avait dit en lui montrant 2 épées, « De celle-ci, tue Henri de Guise ce soir, ou de celle-là, je te tuerai demain. » Cette lettre, où est-elle ? La voici, dit le duc de Guise en la tirant de sa poitrine. Marguerite la lui arracha presque des mains, l'ouvrit avidement, s'assura que c'était bien celle qu'elle réclamait, poussa une exclamation de joie et l'approcha de la bougie. La femme se communiqua aussitôt de la mèche au papier, qui en un instant fut consumée. Puis, comme si Marguerite eût craint qu'on pût aller chercher l'imprudent avis jusque dans les cendres, elle les écrasa sous son pied. Le duc de Guise, pendant toute cette fiévreuse action, avait suivi des yeux sa maîtresse. « Eh bien, Marguerite, dit-il, quand elle eut fini, êtes-vous contente maintenant ? » ?»« Oui, car maintenant vous avez épousé la princesse de Porcian. Mon frère me pardonnera votre amour, tandis qu'il ne m'eût pas pardonné la révélation d'un secret, comme celui que dans ma faiblesse pour vous, je n'ai pas eu la puissance de vous cacher. »« C'est vrai, dit le duc de Guise, dans ce temps-là, vous m'aimiez. Et je vous aime encore, Henri, autant et plus que jamais. »« Vous ? Oui, moi, car plus qu'aujourd'hui, je n'eus besoin d'un ami sincère et dévoué. Reine, je n'ai pas de trône, mais femme, je n'ai pas de mari. » Le jeune prince secoua tristement la tête. Et c'est ainsi pour ce tout début du chapitre 2 de La Reine Margot d'Alexandre Dumas. La situation se passe dans la fin du XVIe siècle à Paris. Nous reprendrons cette lecture dès notre prochain voyage, mais d'ici là, j'ai plusieurs choses à vous dire. Restez bien à l'écoute. Déjà, vous pouvez réagir avec moi durant toute l'émission et après avec le hashtag VBN. Vous allez sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter. Vous pouvez même taper le @VicMontfort si vous voulez vous adresser à moi. Et puis, vous pouvez également me retrouver sur mon blog tous les jours, somethingaboutVictoria.com, un blog bilingue français-anglais où je vous parle de lifestyle, de voyage, de mode, de mes projets artistiques et bien d'autres choses. Et puis, pour les amateurs des planches, eh bien, je serai très prochainement au théâtre dans une pièce, un duo comique tir au pigeon, écrit et joué par Tom Trondel et moi-même. En tout cas, ça a été un plaisir de passer ce petit moment au XVIe siècle avec vous. Je vous souhaite une très belle journée sur D8. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse. À bientôt.